Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. C'est un sujet que je suis depuis de nombreuses années. On a souvent l'occasion de s'en parler, vous et moi, parce que ça vous touche beaucoup. Et Fred, je pense qu'il faut absolument donner l'occasion à nos auditoires, notre auditeur, de pouvoir témoigner de ce qu'ils vivent là-dessus. On va parler de proche aidance pour la prochaine demi-heure. Avez-vous déjà supporté un proche? Êtes-vous témoin d'histoires de proches aidants? Avez-vous des questions aussi pour nos invités? 1-877-827-2346. C'est le 187 Cube Radio. On veut vous entendre sur ce sujet. Oui, et il faut rappeler qu'au Québec, je le disais dans la pause, il y a plus de 21% des personnes âgées de plus de 15 ans qui sont des proches aidants. Plus de la moitié de ces personnes-là travaillent. Il y a près de 40% qui prennent soin, pas d'une, mais de deux personnes à la fois, près de 40%. C'est quasiment la moitié des proches aidants qui s'occupent de deux personnes et plus. C'est incroyable. À un moment donné, là, ça devient un job à temps plein, à tel point que tu peux plus garder ton travail. Souvent, ça a des impacts au-delà de du psychologique, du mental, du physique, financier. C'est un fardeau, là, pour pas dire un boulet, sans parler de tout le reste. Et je vais vous présenter mes invités qui viennent de publier un livre que je vous recommande vraiment chaleureusement. Je pense que même si vous n'avez pas de quelqu'un que vous aidez, si vous n'êtes pas proche aidant, lisez-le parce que c'est un projet de société. Tu sais, on dit souvent... une société qui est bonne pour ses citoyens, on la reconnaît à la façon dont elle s'occupe de ses enfants et de ses personnes aînées. Sur ces bases-là, on pourrait se questionner sur ce qu'on fait au Québec. Gabriel Pelletier est avocat, ex-proche aidant de son père qui est aujourd'hui décédé. Maude Pelletier-Smith est clinicienne en travail social. Elle a travaillé notamment en milieu hospitalier. Tous les deux viennent de publier La proche aidance au chevet d'un système malade, plaidoyer pour un Québec qui renoue avec ses solidarités. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Bonsoir. Gabriel et Maude. Je dois le dire, ils ont le même nom de famille, mais soyez pas mêlés, sont pas frères et sœurs, sinon de cœur. Vous le dites dans votre livre tous les deux. Absolument. Voilà. Je vais commencer avec Gabriel, vous me permettrez, Maude, parce que j'ai été très touchée par votre témoignage. D'entrée de jeu, vous le dites, la phrase est choc, c'est la première de votre livre où vous dites « Mon père est enfin mort ». Le 28 septembre 2017, mon père meurt enfin au centre Champlain. Je dis enfin parce que la mort est arrivée en retard par rapport à ce qu'il aurait voulu et ce qu'on aurait, nous, ses proches, souhaité. Ça commencerait? Ça commencerait, c'est sûr, ça finirait aussi, je vous dirais, cette expérience-là, d'avoir ce constat-là à la toute fin. Je pense que c'est un constat qui est partagé par beaucoup de personnes. Il y a eu des réformes depuis, il faut savoir que tout ça se passe en 2017. Depuis ce temps-là, il y a eu des réformes au processus d'aide médicale à mourir, tout de même, qui font en sorte que certaines personnes qui auraient pu être dans la situation de mon père vont pouvoir s'en sauver. Mais ces angles morts-là existent encore en partie. Donc, je pense que c'est un sentiment qui peut être partagé par bien des gens de dire il y avait une mort digne qui était à mon accès, que j'ai peut-être pas pu avoir malheureusement, et j'ai eu la mort qu'on m'a laissée. Ouais. Donc, voilà. Il y a eu... Ça a été terrible parce que ça a été un cancer de la prostate. Il travaillait, il a dû arrêter. Donc, ça a été... Bon, les finances de la famille ont écopé. Votre mère s'est beaucoup occupée de lui. C'était la proche aidante. La première, c'est la ligne de front. Là. Oui, tout à fait. Ensuite, il y avait vous, il y avait la communauté, la famille, mais c'est beaucoup votre mère qui a pris tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Puis on va sûrement en reparler plus tard aussi, mais je suis convaincu que si on avait demandé à ma mère à ce moment-là, ou même dans les mois qui ont suivi le décès, si elle était proche aidante, elle aurait répondu non, moi je suis une conjointe. Moi je suis la femme de mon mari, tu sais. Puis moi non plus, j'aurais dit je suis pas proche aidant, je suis le fils de mon père, mais c'est elle beaucoup. Puis... Je pense que de l'avoir vécu, puis après ça, d'avoir un pas de recul de quelques années, puis d'avoir pu discuter avec elle, parce qu'elle a eu beaucoup d'ouverture là-dessus dans le cadre du processus du livre, elle-même va dire hey, il y a du chemin à faire, il y a des choses que j'aurais aimé, il y a un filet que j'aurais aimé avoir dans lequel tomber que j'ai pas eu à ce moment-là. Donc, on se rend même pas compte qu'on est en train de faire le proche aidance quand on est dedans. Comment on peut réaliser, comment on peut s'ouvrir un peu à cet univers? Ben, ça, je laisserai la parole à ma co-autrice. J'allais y aller à Maude, j'allais demander... Qui m'a accompagné là-dedans, justement. Ouais. C'est quoi la définition, en fait, de proche aidant? Aujourd'hui, parce qu'elle est très large. Vous le dites dans votre livre, elle est tellement large qu'elle est même trop large. Oui, c'est une définition très large qui rend difficile de s'identifier, puisqu'on parle de quelqu'un qui offre des soins étant un terme très large en soi, donc que ça soit d'aider quelqu'un financièrement, que ça soit d'aider pour le transport, pour les soins corporels, les soins psychologiques. Donc, c'est très large la définition d'une personne proche aidante.
Puis, c'est un petit peu quelque chose qu'on apprend soi-même. C'est quoi que ça veut dire pour nous d'être personne proche aidante? Donc, il n'y a pas une personne proche aidante qui va avoir exactement la même définition que l'autre. D'où la difficulté, justement, là, de le définir dans une loi, par exemple. Oui, puis il y en a une, là. Il y en a une de loi pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes qu'on a déjà appelées des aidants naturels. Aujourd'hui, on dit plus ça parce qu'il y avait toute la notion de dire c'est naturel que t'aides ton proche s'il ne va pas bien. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, puis je pense qu'on a tous une expérience, plus ou moins, peut-être pas tous, mais beaucoup de gens au Québec ont cette expérience. Tu disais, moi, j'ai accompagné ma mère dernièrement. Ben oui. Mais en même temps, j'étais-tu aidant naturel ou juste son fils, finalement? Oui, puis c'est pas moi qui est avec elle au quotidien, mais c'est d'être sensible pour ce que les gens vivent. Puis ça peut être des petits problèmes qui deviennent des plus gros problèmes. On parle de support psychologique, on parle d'appui. C'est sûr que c'est jamais intéressant de voir des gens qu'on aime vulnérables. Puis quand on les connaît aussi en santé, en forme et indépendant, de voir l'espèce de changement qui opère d'un seul coup dans certaines circonstances, ben ça donne le goût d'aider, là, Isabelle. Mais la différence, est-ce que c'est le nombre d'heures qu'on y passe, vous diriez, Gabrielle et Maude? Qu'est-ce qui va faire que ça va être plus facile d'avoir? Parce que l'idée, c'est d'avoir de l'aide. Quelqu'un qui soutient son proche de façon psychologique, mais quelques heures par semaine ou 2-3 appels, est-ce que c'est considéré par le gouvernement et on a de l'aide? En fait, c'est considéré, disons, d'un point de vue technique, d'un point de vue de la définition, oui, c'est considéré comme étant de la proche aidance, même si on n'habite pas avec la personne qui est aidée, même si c'est plutôt occasionnel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est moins un proche aidant. Par contre, au niveau de tout ce qui est accès à des prestations, des choses comme ça, c'est là que ça devient très différent. Et où est-ce qu'il y a un décalage entre la définition de ce qu'est la proche aidance versus la définition et le type de proche aidance qui est nécessaire pour avoir accès à du soutien. Tout à fait. Puis là arrive toute la difficulté aussi parce que, bien sûr, chaque programme a sa définition d'une proche aidance. Chaque programme a sa définition des actions ou du temps ou de la place que la proche aidance doit jouer dans la vie active de la personne pour qu'elle puisse recevoir de l'aide. Donc, c'est dur de se retrouver aussi pour bien des gens, là. On a avec nous Isabelle Saint-Pierre-Tremblay. Elle est mère, elle est proche aidante pour sa mère atteinte d'Alzheimer avec démence. Bonjour Isabelle. Rebonjour Isabelle. Oui. Vous avez entendu ce qu'on en dit là, avec mes invités. Oui. J'aimerais entendre votre expérience de proche aidante avec votre maman, Isabelle. Oui, ben en fait, nous, c'est drôle parce que votre sujet un peu avant, c'était le fait de faire bigénération avec ses parents. Uh-huh. Ben en fait, ben c'est ça. Puis nous, c'est ce qu'on avait fait au départ avec ma mère. On avait ce projet-là depuis le décès de mon père en 2019. On a finalement emménagé avec ma mère en 2021, mais bon, c'est ça. La maladie était déjà présente, mais ça s'est installé encore plus au fil du temps. Puis là, ce qui est drôle aussi, c'est que jour pour jour, aujourd'hui, ça fait 1 an que ma maman est partie, qu'elle est dans une ressource intermédiaire maintenant. Oui, une ressource intermédiaire. Elle est toujours vivante, là. Elle est dans une ressource depuis 1 an, c'est ça officiellement aujourd'hui. Oui. Après avoir vécu, donc, 4 ans avec vous. Oui. Être proche aidante de votre mère. On salue Nicole, d'ailleurs. Ça n'a pas été simple, Isabelle. Je pense que c'est ça qui nous intéressait dans votre témoignage, c'est que c'est quand même quelque chose, là. Il faut donner beaucoup de soi-même. C'est vraiment pas facile. Puis honnêtement, tu sais, moi, j'étais avec ma mère, j'habitais avec elle, mais il y en a que leurs parents sont soit en logement ou peu importe. Puis je pense que le fait que moi j'ai été avec elle, c'était plus simple dans le sens que, tu sais, on était sur le même toit. Mais en même temps, ça a été aussi des défis du quotidien, là, parce que moi, j'ai ma famille, j'ai mon conjoint, puis d'avoir ta mère qui est atteinte de démence sous ton toit, c'est ça, c'est pas évident, vraiment pas, mais non, ça n'aurait pas été facile. Qu'est-ce qui était le plus dur, vous diriez, Isabelle? Le fait que c'était ma mère. Ouais. Ça, c'est vraiment pas facile parce que on finit toujours par se mettre dans l'optique de comment elle était avant
puis on voit la dégradation, on voit les comportements qui arrivent, puis qu'on dit, ça se peut pas que ce soit ma mère à laquelle cette maladie-là arrive. Là. Ça a été le plus dur, vraiment. Vous avez des enfants. Comment les enfants réagissaient Oui. par rapport à la démence de leur mamie, de leur grand-mère? Je dirais, c'était pas facile, mais en même temps, tu sais, moi, là, c'est sûr que là, ma fille, elle a 16 ans, mon fils, il a 13 ans, c'est des ados. C'est sûr que quand Mais on il a était plus jeune, là. Ouais, il y avait oui, il était un peu plus jeune. C'est ça. Il y avait Oui. 10-12 ans, puis là, ils ont grandi avec grand-maman qui est là, puis qui est peut-être pas toute là, justement. Là. Ça fait une adolescence particulière aussi. Oui, exactement. Tu sais, surtout que moi, ma mère était très proche de mes enfants. Et c'est sûr qu'au début, c'était pas quelque chose qui remarquait vraiment parce que, tu sais, veut pas, il était pas toujours avec elle non plus. Ça s'est fait un peu tranquillement. Je pense que c'est au travers de mes comportements à moi qui voyaient qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait vraiment plus. Puis c'est sûr qu'ils ont interrompu, pas interrompu, mais je veux dire, ils ont intercepté des conversations que je pouvais avoir avec mon conjoint, avec peu importe qui. Puis ils posaient pas tant de questions, mais c'est sûr qu'à un moment donné, oui, ils s'en rendaient compte. Là, ça fait vieillir plus vite, mettons. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'ils ont été un peu... Ouais, est-ce qu'ils ont été un peu aidants naturels, vous diriez, vos ados là-dedans? Même si vous étiez très présente avec votre conjoint, les enfants se trouvent à être dans une situation, ils vivent pas ailleurs, ils sont là, donc je pense qu'ils le sont, mais indirectement, dans le sens que tu sais, la maladie, oui, elle est là, mais ma mère est consciente que c'est ses petits-enfants, puis eux sont conscients que ça reste leur grand-mère. Ouais. Donc, tu sais, le fait de, tu sais, quand mon fils, au départ, il était plus jeune, donc il allait voir quand même ma mère assez régulièrement. Quand il arrivait de l'école, il montait à aller la voir, puis il lui disait « Bonjour, mamie ». C'est sûr qu'il y a eu un moment donné, bon, tu sais, ça devenait de moins en moins souvent, mais des fois, ma fille, elle allait souper en haut avec ma mère. Donc, c'est ça. C'était de l'approche dense, oui, mais c'était ça. Pour eux, c'était comme indirect. Là. C'était le fait qu'ils continuaient quand même à vouloir avoir un lien quand même avec leur grand-mère. Et elle vous reconnaissait? Est-ce qu'elle vous reconnaît tous encore, votre maman? Oui, elle n'a pas un stade trop avancé là, au point, parce qu'il y a des gens qui vivent ça aussi, là, ce qui rajoute beaucoup à la douleur, à la souffrance. Ça, c'est probablement, d'après moi, le bout où est-ce que tu n'as pas envie, mais que tu sais qu'à un moment donné, ça va arriver. Vous le savez, vous, Isabelle, ça s'en vient, éventuellement? Oui, mais je sens qu'avec ma mère, ça sera pas tout de suite. Je sens que ça va être vraiment très, très loin dans le temps, là. Mais je peux me tromper parce que des fois, il y a des régressions, puis on fait « Ah, OK, on vient d'en vivre un autre. » Puis on s'en attend. On le sait que ça s'en vient, mais à chaque fois, on fait comme « Ah, ouais. Okay. » Et on l'a vu d'ailleurs à la COVID, là, après la COVID, dans les années qui ont suivi, là, on le voit encore, ça a été documenté que ça peut augmenter, pas tout le temps, mais il y a des gens qui ont toutes sortes de réactions, dont celle-là. Ça peut précipiter. Moi, je l'ai vécu proche avec ma belle-mère. Oui, c'est extrêmement difficile. Ça me fait penser à mon grand-oncle qui disait « On m'enlève des années importantes de ma vie. Là, en fin de vie, chaque année compte. » Alors, ça dégringolait assez rapidement pour ces gens-là. C'est sûr que c'est très difficile. Ouais. Est-ce que vous avez été aidée, Isabelle? Je sais que vous êtes à la maison, là, vous travaillez pas à l'extérieur parce que c'était à l'époque, en tout cas quand votre maman était là, c'était vraiment un travail à temps plein. Avez-vous été aidée comme personne proche aidante par les différents programmes qui peuvent exister? En fait, oui et non, parce que l'aide que j'ai reçue au quotidien, j'en avais pas. Ça a été vraiment très, très long avant que j'aille que j'aille embarquer dans le système avec une travailleuse sociale. Mais quand j'ai réussi à avoir une certaine aide, c'est presque vers la fin, juste un peu avant que ma mère soit placée en ressources intermédiaires. Ouais. Puis vous disiez ça. Mais sinon, c'est important aussi, c'est l'aide aussi, mais c'est l'appui aussi, l'aspect psychologique aussi, sauf qu'en même temps, c'est un noir puis c'est un blanc parce que moi et mon conjoint, on finissait qu'on parlait toujours de ça. Ben oui, c'est sûr. Mais en même temps, il était là pour moi. Ouais.
Mais sauf que, tu sais, c'est ça. On parlait toujours de ça. Fait qu'à un moment donné, ça devient lourd là, pour un couple parce qu'on ne vit que ça. Ouais. Puis on se raconte que ça. Ouais, puis moi, exact. j'avais l'impression que je n'avais que ça à dire, que ça à parler. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé aujourd'hui? Ah, c'est ça. Ah, tout à fait. Puis vous disiez aussi, c'est comme un peu la maison des fous. Au moment où il y avait l'infirmière qui venait, là, quand votre maman était chez vous, il y avait une infirmière qui venait apporter des médicaments le matin. Puis là, là, vous parliez avec l'infirmière en chef des horaires. Venait jamais à la même heure. C'était jamais la même personne. Des fois, il y en a qui arrivaient qui n'étaient pas au courant du tout de la condition de votre mère. Je veux dire, ça, c'est terrible, ça. Fait qu'en plus, faut lutter, faut expliquer, faut se battre. En plus d'aider, faut se battre avec le système. Oui. Ben, c'est parce que c'est ça, c'était un peu plate parce que, tu sais, moi, on avait convenu que il y avait une espèce de duotime qui disait quand l'infirmière entre, qu'elle consulte le duotime, qu'elle voyait c'est quoi l'état de ma mère, c'est quoi la médication, où est-ce qu'elle est. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il y en a qui le savaient pas, ça se parlait pas, fait que là, des fois, il arrivait, puis je veux dire, j'étais pas là. Puis il y avait pas... Là, à un moment donné, on essayait de mettre en place un système pour mettre une clé à l'extérieur pour que, tu sais, parce que moi, ça me dérangeait pas. Je l'avais dit, je vais vous laisser une clé, vous rentrez. Mais sauf que moi, j'avais précisé, si vous venez à 7 heures le matin, c'est sûr que ma mère, elle sera pas réveillée. Mais non. C'est pas grave, mais je vous le dis. Mais là, il y en avait, c'est ça, c'était jamais... L'horaire était jamais la même. Les filles étaient pas au courant. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas nécessairement de la faute des infirmières, mais c'est comment c'est géré notre système de santé. Ben, c'est quand t'es dedans que tu le vois qu'il y a des lacunes. Là. Puis en terminant, Isabelle Saint-Pierre-Tremblay, depuis que votre mère, là, depuis 1 an, elle est en ressources intermédiaires, on en parlait justement cette semaine à l'émission de l'importance des ressources intermédiaires, puis des difficultés qu'elles ont aussi. Là aussi, c'est long. Là, il en manque en plus. Là. Complètement. Vous, c'est le jour et la nuit. Là. C'est le jour et la nuit. Dit-elle avec un grand sourire. Oui, ben je veux pas dire malheureusement parce que c'est pas vrai, parce que je vais bien. Je sais que je vais bien. Je réalise aussi que c'est bénéfique pour moi, mais c'est bénéfique pour ma mère surtout. Oui, c'est ça. Parce que là, elle est entourée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle a des activités à tous les jours. Il y a des gens qui répondent à ses besoins convenablement. C'est des gens qui sont habitués avec ces gens-là, donc on peut pas ils sont rien formés. demander de plus. Et vous continuez d'aller la voir souvent, j'imagine. Là, vous avez toujours un... Oui, j'essaie d'y aller 1 fois par semaine. Des fois, ça va 1 fois par 2 semaines, mais c'est pas mal ça l'horaire. Là. Comme là, c'était sa fête en fin de semaine dernière. Je suis allée. Elle était super contente, mais non, mais ça va bien. Ça a été long avant que l'acclimatation se fasse pour elle. C'est normal aussi. Là. Puis surtout que c'est des gens atteints, donc c'est encore pire. Mais depuis là, le printemps passé, je vous dirais là, que tout est stable. Elle a même rencontré quelqu'un là-bas. C'est très drôle. C'est vrai? Oui. Un début d'amour naissant? Oui? Oui. C'est ça. C'est 2 personnes, même chose, là, atteintes cognitivement. Donc, c'est bien. Très drôle. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a le même prénom que mon père avait. Ça, c'est très drôle. Ben, elle se trompera pas. Donc, il n'y a aucune chance qu'elle se trompe sur son prénom. Puis vous, ça n'aurait pas été possible de la garder plus longtemps? Impossible. C'est vous qui serait passé, sinon c'est vous qui... Oui, hein? Oui. Je le réalise aujourd'hui, là, parce que je le vois la différence sur mon quotidien, je le vois la différence psychologiquement, je le vois juste sur le fait que quand mon conjoint revient du travail, on a autre chose à discuter. Mes enfants, tu sais, mon fils joue au hockey, je suis présente pour lui à son hockey. Non, c'est plate, mais c'est à nous qu'il faut penser en premier parce que c'est nous que nos parents ont besoin. Donc, si nous, on va pas bien, ça marche plus.
Tout à fait. Isabelle, merci beaucoup de ce témoignage. Merci bien. Isabelle Saint-Pierre-Tremblay, mère proche aidante pour sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer avec démence. Là. C'est comme, des témoignages forts, ça, parce que ça montre à quel point. Puis tu sais, quand je disais, c'est vous qui seriez peut-être passé, il y a un chiffre. Je ne sais pas si vous l'avez, mes invités, Gabriel Pelletier et Maude Pelletier-Smith. J'essaie de retrouver le chiffre, le pourcentage de gens qui meurent avant la personne qu'ils aident. L'avez-vous moi, on va le retrouver, là, mais c'est énorme. C'est quand on fait des cours de sauvetage, on nous apprend d'assurer notre propre sécurité avant d'essayer d'aider les autres. C'est comme ça qu'on va être le plus utile. Donc, c'est ça. Il faut rappeler aux gens aussi de penser à eux en premier s'ils veulent être des bons adjuvants. Là. Exactement. Oui, tout à fait. On revient tout de suite après avec vos commentaires, nos numéros de téléphone. 1-877-827-2346, 187-CUBE-Radio. Parlez-vous des gens autour de vous que vous voulez aider. Si vous voyez des histoires comme ça, si vous êtes vous-même proche aidant, écrivez-nous, appelez-nous, 1-877-827-2346. On aura d'ailleurs Carole au téléphone, Monsieur Carole, qui est proche aidant d'une personne neurodivergente qui va témoigner. Plusieurs autres de vos témoignages, je l'espère.